Bonjour. Bonjour. C'est très gentil d'avoir répondu à notre appel. Je sais que vous défendez, tout comme nous, les abusés de la défiscalisation, tout particulièrement les problèmes que génèrent les gestionnaires qui abusent de leur pouvoir de force et de domination, on va dire. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ces problèmes de gestion que vous pouvez rencontrer dans vos dossiers? Tout à fait, effectivement, je pratique le contentieux propre à la gestion comme à celui qui touche les problèmes de vente immobilière, mais pour se limiter donc aujourd'hui au contentieux de la gestion immobilière, avec le point d'achoppement qui est les opérations de défiscalisation immobilière. Le contentieux de la location et de la gestion immobilière dans le cadre d'une opération de défiscalisation peut se scinder en deux. Les locations qui sont faites dans le secteur de l'habitation et puis le secteur assez novateur depuis quelques années qui est le secteur des résidences de tourisme. Dans le secteur de l'habitation, on a des contentieux tout à fait classiques où parce que finalement les promesses tenues de location et de montant de loyer ne sont pas celles qui étaient finalement posées sur le papier initialement, on se retrouve donc à devoir assigner, puisque finalement les démarches amiables souvent, je ne dis pas qu'elles tout le temps, mais souvent obligent à saisir le tribunal, et donc on sollicite la condamnation du gestionnaire et doublement de l'assureur RCP de ces gestionnaires, mais aussi et surtout de l'assurance qui inévitablement est in boni, c'est-à-dire qu'elle est solvable pour la question locative, purement locative. Ça c'est le premier secteur, on demande donc la condamnation in solidum pour permettre finalement d'indemniser les investisseurs dans ce secteur du logement propre au secteur de l'habitation. C'est le premier point. Le deuxième point, qui génère un contentieux de plus en plus important, c'est celui des résidences de tourisme. Les baux commerciaux, vous voulez dire? Les baux commerciaux, effectivement. Depuis 2009, la loi Novelli et son arrêté de décembre, qui sont tous les deux en vigueur depuis le début de l'année 2010, et encore aujourd'hui, au mois d'octobre 2013, toujours en vigueur, donne lieu à un certain nombre d'innovations, en tout cas sur le papier. Le législateur a voulu aider l'investisseur à sécuriser sa relation précisément parce qu'il se retrouvait à signer un bail commercial. Et donc le législateur a posé l'obligation de baux d'une durée minimale de 9 années et a supprimé la faculté de résiliation triennale. Si j'ai bien compris, maître, en fait, avant juillet 2009, le locataire des investisseurs, c'est-à-dire l'exploitant, pouvait résilier comme bon lui semblait le bail commercial, aux dépens des investisseurs. Aux dépens des investisseurs, sans aucun impératif de durée. L'investisseur, finalement, au départ, partait sur une durée longue, en tout cas un investissement long, et se retrouvait au bout de quelques années à peine, 2, 3, 4 années, avec une résiliation, je devrais dire de pure convenance, du gestionnaire, de l'exploitant de cette résidence de tourisme. Nous nous sommes aperçus que le promoteur donnait un genre de subvention au gestionnaire, appelé fonds de concours, qui permettait au gestionnaire de gonfler artificiellement le loyer. De ce fait, le calcul de rentabilité locative étant calculé sur le montant des loyers, vous aviez le promoteur, avec ce subterfuge, promoteur pouvait vendre le bien quasiment 30 voire 35% au-dessus de sa valeur réelle. D'où, je pense, la sortie de cette fameuse loi Novelli qui a empêché ces dérives. Parce que finalement, le promoteur et le gestionnaire gonflaient prix d'achat au loyer. Et au bout de 2 ans, lorsque les fonds de concours étaient épuisés, il n'y avait plus ces fonds pour payer le loyer gonflé. Donc, le gestionnaire demandait la diminution du loyer à 50% ou carrément résiliait de façon discrétionnaire le contrat. Donc je pense que c'est peut-être pour cette raison que la loi Novelli a vu le jour. Et qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qu'a apporté la loi Novelli? Alors effectivement, donc la loi Novelli a apporté donc un impératif de sécurité, à la fois une obligation d'information pour permettre à l'investisseur de connaître les personnes avec qui il contracte, donc c'est-à-dire le gestionnaire, l'exploitant de la résidence de tourisme,
le promoteur, et puis avec cette obligation qu'a l'exploitant de la résidence de lui transmettre les comptes régulièrement à sa simple demande, l'état des dépenses, des recettes de la résidence et le taux de remplissage. La loi Novelli également a essayé, je dis bien essayé, et pourtant ça fait 4 ans qu'elle est en vigueur et il n'y a pas eu d'intervention pour compléter le côté obscur de la loi, puisque finalement on voulait que ces baux durent 9 années et empêcher l'exploitant de résilier de manière unilatérale et de pure convenance le bail commercial, je le précise, important, alors que finalement il est possible, c'est-à-dire que la loi oblige à attendre 9 années pour résilier. Simplement, la loi ne dit pas et n'empêche pas les aménagements conventionnels. C'est-à-dire que le rédacteur, qui est souvent le bras armé du promoteur, va essayer d'imposer, alors en cours de bail, c'est-à-dire que la loi Novelli empêche la résiliation à chaque expiration de période triennale, mais elle n'empêche pas la mise à fin par le biais d'un avenant contractuel de ce bail, tout simplement à d'autres périodes que l'expiration de la période triennale. Donc cette loi Novelli, finalement... cette loi Novelli, effectivement, en surface, donne le sentiment d'aider la situation avec une garantie de durée, simplement... Fictive, quoi. Et oui, plus ou moins, parce que dès l'instant où le législateur n'a pas prévu que, pour le dire, c'est l'article 145-7-1 du Code de commerce, qui n'a pas bougé donc depuis 4 ans, le législateur n'a pas prévu de donner à cet article une nature d'ordre public, c'est-à-dire qu'on peut y déroger, il suffit simplement de mettre, en dérogeant aux dispositions de l'article L145-7-1, nous pouvons mettre fin au bail dans les conditions qui suivent. Et là-dessus, effectivement, comme vous dites, la loi Novelli fait pchit. Par rapport à tous les problèmes que nous avons avec des gestionnaires qui résilient, parce que les baux ont été signés avant la loi Novelli, quelles sont d'après vous les 2 possibilités de sortie de crise? Est-ce que vous voyez une possibilité transactionnelle? Et en ce cas, comment? Alors, les possibilités effectivement sont celles qui se présentent dans tout procès, le volet amiable et le volet judiciaire, quand on n'a plus finalement d'espoir de régler ça de manière transactionnelle. Le volet amiable, il est possible, mais on se retrouve dans une situation très difficile quand on est un investisseur dans une résidence de tourisme sur le point locatif, puisqu'on se retrouve face à un personnage qui use de toute sa force et de toute son autorité, son ascendant en tout cas, dans le milieu de l'immobilier, pour essayer, de la même façon qu'il fera signer un aménagement conventionnel pour déroger à la loi, il essaiera de présenter à cet investisseur seul un loyer, le plus souvent en totale contradiction à la loi, effectivement, qui sera 100% variable, alors que la loi oblige, ou en tout cas permet une partie variable, mais il faut qu'elle soit minime. Et donc, il est essentiel que pour qu'une voie transactionnelle puisse aboutir, on arrive à contraindre cet exploitant à accepter d'engager une négociation. Et pour le contraindre, il faut le saisir au vif finalement, puisque pour exploiter une résidence de tourisme, il faut qu'il ait 70% des bailleurs qui lui permettent d'exercer son activité. Or, si on arrive à fédérer 70% d'investisseurs dans une résidence donnée qui sont mécontents et qui veulent entamer une démarche de négociation avec le promoteur, eh bien c'est tout simplement le gestionnaire, l'exploitant de cette résidence, qui est obligé d'entamer la discussion, sinon il perd tout simplement la classification et la possibilité qu'il a d'exploiter sa résidence de tourisme. Donc on arrive à 70%, et là, on peut discuter et on peut imposer un loyer qui ressemble véritablement à quelque chose, et pas se faire payer avec des loyers subis par les investisseurs. Oui, parce que nous avons vu dans quelques résidences de tourisme qui se plaignent de ce procédé, les locataires, le locataire propose quasiment 70% en moins du loyer, en variable. Donc, d'après le Code des impôts,
Je pense qu'il faut au moins 50% en loyer fixe. Or, on le voit, beaucoup de gestionnaires de résidences de tourisme mettent les investisseurs dans une situation délictuelle face au code des impôts et peuvent avoir une requalification fiscale. Et en cas de non-négociation, en cas d'une transaction insatisfaisante qui n'aboutirait pas, quelles sont les autres issues, maître? Alors, la voie judiciaire, puisque finalement, quand on n'arrive plus à discuter, à entamer des négociations pour essayer de poser les bases d'un protocole d'accord, il faut agir devant le juge. Et agir devant le juge, je le conçois de deux façons, et dans une situation telle que les résidences de tourisme, où les opérations et les dispositions fiscales sont très difficiles à poser et à présenter à un magistrat, je préconise en tout cas de commencer par assigner en référé, c'est-à-dire, encore une fois, l'idéal, c'est qu'il y ait, pour véritablement peser dans la balance, 70% des investisseurs qui agissent d'une seule voie, je veux dire par là, dans le même acte d'assignation en référé, contre ces personnes. On demande devant le juge des référés la désignation d'un expert judiciaire avec une mission purement technique de fiscaliste. Il aura pour mission finalement de décrire le montage, de quantifier avec tous les éléments qu'on lui remettra le dispositif, le préjudice subi par ces différents investisseurs, et il décrira donc à la fois les préjudices immatériels et matériels, perte de loyer, mensonges, dissimulation, etc. Et sur la base du rapport d'expertise qui sera dressé par un sapiteur fiscaliste, donc qui pourra poser au magistrat de manière impartiale. Donc il faut bien comprendre que quand on agit, une fois le rapport déposé devant le juge du fond, c'est l'homologation dans 95% des cas. Donc il est capital pendant cette expertise d'avoir affaire à un sachant impartial,